bonjour, rebonjour. On poursuit cette matinée avec Yoann Barbero. Bonjour Yoann. Bonjour. Et avec Hugo Bienvenu. Bonjour à vous. Je vous présente en quelques mots. Yoann, vous avez fait des études de philosophie. Vous avez travaillé près de 10 ans en Russie. Vous avez notamment dirigé l'Alliance française d'Irkoutsk en Sibérie, non loin du Baïkal. Et vous avez publié l'année dernière aux éditions Stock, Dans les geôles de Sibérie, qui raconte votre arrestation par des hommes cagoulés alors que vous dirigez donc cette alliance française, votre détention, votre procès et vos 2 évasions d'Irkoutsk. Tout d'abord, alors que vous êtes en liberté surveillée, dans l'attente de votre procès, que vous portez un bracelet électronique, et votre évasion, encore une fois, de l'ambassade de France. Je crois qu'on peut utiliser ce mot-là aussi, puisqu'en fait, vous allez atteindre Moscou et que vous vous réfugiez à l'ambassade et que vous allez être coincé 1 an là-bas et vous vous désespérez de ne jamais rentrer en France, donc vous vous évadez à nouveau. Vous avez également publié une traduction du journal de prison du poète russe Igor Gouberman, paru aux éditions Joka Seria. Gouberman, c'est un poète très populaire, je crois, en Russie, né en 1936, qui était proche des milieux dissidents, qui a été lui aussi arrêté à la fin des années 70, emprisonné, envoyé dans un camp, et à sa libération, il s'est exilé à Jérusalem. Hugo Bienvenu, quelques mots pour vous présenter. Vous vous êtes formé à l'école Étienne avant d'intégrer la section cinéma d'animation des Gobelins. Vous êtes passé par le Californian Institute of the Arts de Los Angeles. Vous avez réalisé alors votre premier court-métrage, il y en aura d'autres. La réalisation de clips aussi, à votre retour en France, où vous intégrez le programme Images Temps Réel aux Arts Déco de Paris. En 2014, vous êtes acteur et dessinateur sur le film Eden de Mia Hansen-Løve, dont vous concevez aussi le générique avec Christian Demann. Vous avez aussi réalisé une série de courts autour du super-héros Ant-Man pour Marvel et Disney. Votre premier roman graphique, c'est une adaptation de Sequan Island de David Vann, publié chez Gellmeister. Alors, votre adaptation chez De Noël. En 2017, vous publiez Paiement accepté chez le même éditeur. Vous avez créé votre maison d'édition qui s'appelle Réaliste avec Cédric Kpanou et Charles Hamelin. Vous avez publié une 3e BD, Premium Plus, et en 2019, c'est le livre dont nous allons parler, vous publiez Préférence Système chez De Noël. Je le résume en quelques mots. Nous sommes en 2055. Yves Maton, votre héros, perd son père. Lui et sa femme attendent un enfant qui est porté par Mickey, un robot qui vit avec eux. Le travail d'Yves, c'est de trier les données de la mémoire finalement la mémoire de l'humanité, cette mémoire numérique pour laquelle on commence à manquer de place, donc il faut faire un tri dans les différentes données, et parmi ces données, il y a des œuvres d'art. Et il n'est pas tout à fait d'accord finalement avec les tris qui sont, et les critères finalement de tri, puisque pour un film de Kubrick qui n'a pas un taux de consultation très élevé, se pose la question finalement de le supprimer de cette mémoire-là. Voilà là. Donc il va décider de sauver ces données, de les sauvegarder dans le robot Mickey. Il va être menacé pour ça puisque c'est un délit. Il va prendre la fuite. Alors présenté comme ça, nous avons quand même 2 univers extrêmement différents. Donc je me charge des saltos pour vous réunir à tous les 2. Yoann, je voulais commencer avec vous. Votre livre commence comme ça. Tiens, des mots bruissent dans ma tête de taulard. On pourrait en dire autant de votre livre où la littérature bruisse presque à chaque page. Alors bien sûr, il y a la grande littérature carcérale russe, il y a les exergues, les citations que vous placez en exergue de vos romans. Bien sûr, les Russes que vous rencontrez ne sont pas en reste et on les reconnaît bien là. J'ai pensé à Vie et destin de Grossman, où pendant le siège de Stalingrad, bien sûr qu'ils ont le temps de débattre
débattre des mérites de Tchekhov et des autres. Ici, par exemple, il récite les vers de Pouchkine, qui sont... et si ces vers surgissent, finalement, c'est parce qu'ils les portent dans leur corps. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Est-ce qu'on peut commencer par là, par finalement ce bruissement-là de la littérature qui, s'il est tellement présent, j'imagine qu'il a eu grandement son rôle dans votre survie, dans cette expérience que vous nous racontez. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui. Et qui n'est pas une fiction, évidemment. Hein. Bien sûr, oui. Non, bien sûr, c'était pas... très clair, mais c'est un récit autobiographique. Voilà, c'est votre mon expérience. credo que je répète souvent dans le livre, c'est je n'invente rien, je ne romance jamais. Et j'ai pas essayé d'écrire quelque chose à la frontière ou de jouer en tout cas avec la fiction. J'ai essayé d'utiliser les armes de la littérature en effet pour dire au plus près cette expérience de l'enfermement, de la prison, de l'hôpital psychiatrique et des cavales diverses que vous avez réussi à résumer magistralement. Alors que le fil peut être un peu compliqué. Alors oui... le bruissement de la littérature. Alors, oui, Vassili Grossman. Alors, moi, celui que je cite un peu plus souvent, c'est Chalamov, qui parle. Mais alors, c'est dans toute l'histoire de la littérature, en fait, il y a ces exemples-là, pas seulement au Goulag, où il y a Primo Levi aussi, qui parle comment les vers de Dante lui revenaient. Alors Chalamov, ce qui m'a intéressé, c'est que lui reviennent parfois des bribes de littérature française. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce croisement, en fait, ces rencontres littéraires et cette grande histoire croisée de la littérature franco-russe. Et j'essaye modestement de m'insérer dans cette histoire-là. Mais oui, je crois que quand on vit le pire comme Chalamov, alors moi j'ai pas vécu le Goulag, mais bon, une prison centrale en Sibérie au début du XXIe siècle, qui est quand même assez corsée dans le genre. Oui, ces mots de la littérature nous aident. Ça, c'est certain. Alors il y a ce jeu, moi je le prends clairement, ce jeu de se réciter les poèmes ou les bribes de littérature qu'on a gardées en soi. Quand je le fais, j'ai tout à fait en tête les exemples de Chalamov, de Solzhenitsyn, de Primo Levi. Je joue à ça en quelque sorte. Je sais que ce jeu-là aide parce que j'ai des prédécesseurs qui l'ont raconté et qui ont dit que ça aidait. Et c'est vrai, et je fais cette expérience-là. Alors c'est ce qu'il faut dire tout de suite, c'est vraiment pas une posture parce que on peut facilement dans ce genre de jeu être dans une posture d'écrivain qui va se rappeler les grands textes. J'ai essayé de dire ça, de dire encore une fois ce que c'était que cette expérience, de se dire tiens c'est incroyable. Les mots de Chalamov, par exemple, je donne un exemple pour que ça soit très concret dans ses récits de la Colima, donc Chalamov, qui a connu le pire du goulag à la pire des époques, la stalinienne, parle du tchéfir. Le tchéfir, c'est un thé très fort que fabriquent les zèques, les prisonniers, pour se donner un espèce de coup de fouet, un thé très noir, très infusé, une grosse quantité de thé noir qui fait un espèce d'effet un peu stupéfiant, très excitant. Et je retrouve en fait ce mot-là. Un soir, un de mes camarades sort un énorme paquet de thé noir et puis dit « Tiens, on va faire le tchéfir ». Et là, voilà, je connais ce mot. Je le connais parce que je l'ai lu dans Chalamov. Donc il y a ça, en fait, tout simplement, de connaître les mots et les gestes des prisons russes parce qu'on a lu la littérature carcérale russe. Et puis ensuite, de suivre ça comme... comment dire, faire les gestes qui vont aider. Et parmi les gestes qui vont aider, se réciter des textes qu'on a là près du corps. Alors, sur cette question du corps, Hugo, on la retrouve dans votre roman graphique, puisque finalement, cette mémoire à sauver, elle est portée par un corps peut-être inattendu, qui est celui du robot Mickey.
La dramatisation de ce roman, j'ai l'impression qu'elle se joue justement dans, à chaque fois, un seul corps. C'est-à-dire que Yves sauvegarde les œuvres dans le corps de Mickey. S'ensuit une fuite, une cavale, et Mickey se retrouve seul avec le bébé qui vient de naître, une petite fille qui s'appelle Izzy, et il va transmettre à son tour cette mémoire à Izzy. Donc à chaque fois, ça ne tient qu'à un fil, ça ne tient qu'à Mickey, et ensuite ça ne tient qu'à Izzy, puisque Mickey à chaque fois lui apprend, par exemple, des poèmes, voilà, qu'elle doit apprendre par cœur, et à chaque fois il y a cette phrase où il lui dit « Est-ce que ça va, tu le connais bien, je peux supprimer ?» Donc la dramatisation de votre histoire, elle est en partie là. Est-ce que vous pouvez revenir sur d'abord le choix de cette sauvegarde dans un robot qui n'a pas la même perception des choses au moment de dire Kubrick c'est intéressant ou Kubrick ce n'est pas à sauver? L'idée c'était que le robot, ce qui nous différencie du robot, c'est vraiment notre vision parcellaire du monde. C'est le fait de ne voir qu'un angle du monde et de se constituer par cet angle-là. Et en fait, de s'augmenter par l'autre, par notre voisin, par sa connaissance parcellaire, elle aussi, du monde. Et le robot, lui, voit tout comme un ensemble, voit tout comme des données, mais il ne sait pas... c'est nous, les hommes, qui donnons une valeur aux choses dans ce monde-là. Et je pense que... voilà, et donc, c'est nous qui décidons ce qu'on va transmettre d'important du monde, et comment... une vision de comment transformer le monde, de comment l'aménager pour nous, pour l'homme. Et l'idée, c'était que, oui, la transmission passe par le corps, par le physique, par l'enregistrement aussi. Et en fait, dans ce livre, j'ai commencé par l'effacement total d'un disque dur total qu'est l'homme. Un homme est en quelque sorte un disque dur, complexe. Et donc, je voulais qu'on commence par la mort du père d'Yves. Et qu'en fait après il vide la maison qui est un deuxième disque dur, et qu'en fait au fur et à mesure cet homme est en train de perdre tout son passé familial, et en même temps dans un même geste il le transmet à sa fille qu'il ne verra jamais. Et c'était ça l'idée, par le biais d'un robot. Et c'était aussi l'idée de dire on voit les robots toujours comme quelque chose d'hyper négatif, et là est-ce que les robots vont pas nous permettre d'opérer un retour sur nous-mêmes parce qu'on leur délègue certaines tâches et tout, mais toujours voir la pièce des deux côtés, ça va aussi nous déconnecter d'autres choses. Ça peut nous déconnecter par exemple de la parentalité, je pose juste la question. Oui, et puis il y a aussi cet exemple très, 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 très efficace sur cette histoire de transmission. On a deux personnages qui surgissent dans le lieu de travail d'Yves, et ils s'appellent Dupont et Dupont, Ouais. Mais on ne sait plus pourquoi. Donc on voit bien que là, la courroie de transmission a été brisée. Il y a une trace, mais il y a eu une rupture à un moment donné. C'est un exemple très très efficace pour finalement comprendre aussi les enjeux de cette histoire, je trouve. Il y avait aussi cette idée que il y a la mémoire physique, il y a la mémoire, mais il y a aussi donc enregistrée dans les livres, dans les films, voilà. Mais il y a aussi une mémoire orale qui vit à travers justement ce vieux souvenir que sont Dupont et Dupont, et aussi les blagues. Et donc il y a un personnage dans le livre qui fait des blagues, pas très drôles d'ailleurs, mais c'était pour parler aussi d'une autre forme de mémoire mais qui constitue aussi la mémoire de l'humanité, quoi. Voilà. Et j'ai essayé de faire une sorte de somme comme ça pour tester, voir comment elle résiste, notre mémoire collective. Alors on va reparler de la mémoire collective. Yoann, je reviens à vous pour continuer à parler de la présence agissante de la littérature dans ce récit. Qui dit survie dans votre cas dit évasion, donc je l'ai dit. Et la littérature, elle a un triple rôle dans ces évasions. Elle est un encouragement, puisque la lecture de Casanova vous fait réfléchir. Il y a ce motif, le chat de Bulgakov qui est toujours pas très loin, et qui vous encourage à ne pas vous désespérer et à agir. Elle est aussi un signal. C'est elle qui donne le signal d'évasion. Et puis elle est une aide miraculeuse à la fin, lorsque donc vous vous évadez une deuxième fois, vous devez traverser la frontière, et pour traverser la frontière, vous devez traverser un marais. Et là, ça commence à être un peu dur pour vous.
ça commence à être un peu fatigant quand même tout ça. Et je cite un passage à ce moment-là, où vous êtes un peu au milieu du gué, vous n'arrivez pas à vous dégager. Puis arrive la paix, le gel et le Baïkal. Plus rien ne bouge dans le marécage. C'est long, peut-être pas. On ignore si Landolf, alors là on en parlera puisqu'on passe à la troisième personne et à Landolf, on ignore si Landolf imagine sa défroque de chair et d'os pourrissant dans la liqueur noire. Il se tient à sa place, immobile au milieu des plantes du diable. Il constate soudain qu'il n'a plus froid. Il retire ses gants détrempés. Il attrape autre chose, s'est envoyé par-delà les siècles. Sa voix broyée articule des mots. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avait, Dieu en aura plutôt de vous merci. Il attrape autre chose. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là, sur ces moments assez décisifs où elle est là à chaque fois, cette littérature? Oui. Oui, alors c'est juste... Alors, si on commence... par le plus léger, Casanova, il apparaît comme quand je suis en prison comme une aide parce que j'ai lu Casanova et l'histoire de ma fuite des plombs où lui dit qu'il s'échappe des plombs par la grâce et l'ingéniosité. Et j'ai vraiment ce modèle-là en tête et c'est vraiment un guide. Alors là, pour le coup, c'est un guide pratique de survie, en fait. Casanova, la fuite des plombs. Il explique à chaque étape, c'est ça, comment, en fait, un prisonnier, à un moment donné, met toutes ses forces intellectuelles et toute son énergie pour s'échapper. Il va chercher... Et Chalamov, on avait commencé le reprendre dans la Colima en disant... Alors lui, il cite Stendhal, en disant, tiens, dans Stendhal, il y a cette... Alors je ne sais plus quelle est la phrase exacte. Oui, tout prisonnier, à un moment donné, va réussir à s'évader parce que lui, toute son énergie est entièrement dirigée vers l'évasion et le gardien, lui, ne peut pas mettre toute cette énergie, une énergie équivalente pour l'en empêcher. Et à un moment, il va réussir. Donc il y a ça. Alors je pousse un peu en disant que c'est un guide pratique, mais quand même, il y a quand même quelque chose comme ça. Et puis, Frères humains, là c'est Villon, c'est autre chose. Là c'est un moment où j'ai vraiment cru mourir. Et c'est ça que j'essaye de raconter. Et il y a vraiment ça qui m'arrive à ce moment-là. Qui est ce poème qui traverse les siècles. La langue nous est proche, à la fois proche et étrangère. Il y a des mots qu'on ne comprend plus tout à fait, mais c'est un poème qui tient et qui me revient à ce moment-là. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus que ce qui est dans le livre. Ouais. J'ai pas forcément une explication... très clair là-dessus, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce propos? Pardon, j'ai perdu le fil de... Et après, il y avait le signal, peut-être sur les trois moments décisifs, voilà, entre le guide pratique, le signal qui est donné, un moment de sauter le pas, peut-être. Oui, c'était ça le troisième. Oui, pardon, et je voulais revenir sur le... Alors oui, le passage que vous avez cité, il est en effet à la troisième personne. C'est ce moment où je sors de moi-même. Le livre est un récit, c'est mon histoire, à la première personne. Et il y a des moments, en effet, où dans les évasions et les moments les plus risqués, où je sors de moi-même et je prends un pseudonyme, mais qui en fait est le nom que j'ai utilisé pendant mes cavales. C'est le vrai nom, Landolf. Mais là, encore une fois, je l'ai fait en utilisant la littérature. Landolf, c'est un anagramme de Voland. Voland, c'est le diable dans Le Maître et Marguerite, qui est une référence constante aussi dans mon livre. Et là aussi, ce n'est pas un artifice littéraire. Je le raconte à la troisième personne parce que je l'ai vécu comme ça. Parce que c'est un moment où je me suis détaché de moi-même et je suis devenu un peu un autre. Je suis devenu le personnage du roman que j'étais en train d'écrire ou vivre. Et oui, et ça sert sans doute à ça, la littérature aussi finalement. À arriver à vivre ces moments-là. La force que je trouve à ce moment-là, c'est peut-être parce que je suis en train de me vivre comme le personnage d'un roman.
Voilà. Et alors, d'où, comment dire, je joue pas de cette ambiguïté, je l'assume dans le livre, mais d'où en effet le reproche ou les interrogations que certains ont pu avoir en me disant quand même, il romance, il exagère, mais non. C'est-à-dire, c'est compliqué en fait d'utiliser les armes de la littérature en annonçant soi-même que non, on n'invente rien. Compliqué aussi parce que j'utilise, c'est vrai, ce chat qui sort du Maître et Marguerite, qui s'appelle Behemoth en russe, qui est Behemoth, le chat du diable dans le Maître et Marguerite, mais j'ai vraiment eu un chat qui s'appelait Behemoth. Et ça, c'est vrai. Et je l'avais nommé comme le chat du diable dans Bulgakov. Et il est vraiment mort dans les circonstances tragiques que je raconte dans le livre. Et il m'a vraiment parlé dans l'hôpital psychiatrique et il est resté comme une forme fantomatique, imaginaire. Mais je vis vraiment avec ce chat, en quelque sorte. Parce que la littérature est dans nos corps aussi et nous habite. Et je suis aussi habité par ce chat qui est un chat que j'ai eu... qui est un chat bien réel, que j'ai connu, mais qui est aussi le chat qui sort d'une fiction de Bulgakov. Il est les deux. Et j'ai les deux à côté de moi et en moi. Voilà. Oui, c'est vrai que je me suis dit que vous preniez quand même un risque, en effet, au moment de la cavale, de passer au il avec le nom d'un personnage, parce que pour le coup, tout est, entre guillemets, extrêmement romanesque. Enfin, voilà, encore une fois, tout est vrai, mais il ne manque rien dans l'imaginaire qu'on a d'une cavale. Hugo, il y a une cavale aussi dans votre fiction, avec ce drôle d'attelage entre donc Yves, sa femme, le robot qui porte leur enfant. Et ils décident en fait de fuir à un endroit où on pourrait ne plus finalement les retrouver, une maison oubliée à la campagne. Est-ce que graphiquement il y a eu un travail particulier à ce moment-là, puisque c'est un moment important de la fiction. Est-ce qu'il y a eu des enjeux graphiques, esthétiques, à côté des enjeux narratifs d'une action qui change le cours de leur histoire? Pas spécialement, parce que je traite tout un peu. Ce qui est le plus compliqué, c'était de trouver le robot. C'était vraiment de trouver à quoi il ressemblait, trouver un robot qu'on ait l'impression de connaître mais qu'on n'avait jamais vu, qui paraisse familier, doux, mais en même temps un peu dangereux, qui peut se retourner contre nous. Mais en fait, les lieux que j'ai... Moi, j'aime bien quand, par exemple, dans mes BD, dans les BD que j'écris moi, je les fais se dérouler dans des lieux que je connais par cœur, dans des lieux que je connais viscéralement, qui me sont très familiers. Et cette maison dans laquelle ils échouent tous les deux, c'est la maison dans laquelle mon grand-père était, je ne sais pas comment on dit, garde-chasse, mais enfin, il était gardien de cette maison. Et donc, et puis, il a dû la quitter parce qu'il est tombé malade. Et puis, cette maison, il n'y a jamais eu quelqu'un pour les remplacer. Et elle est tombée en ruine. Et moi, les vacances, quand j'ai le temps, je passe par cette maison qui est vraiment perdue. Et je la vois d'année en année dépérir. Et mon enfance avec. Et du coup, j'avais envie d'y revenir. J'avais envie de la repeupler, de la remettre en état et en quelque sorte d'y élever cette petite fille à travers un récit, quoi. Et je fais la même chose avec Vézelay, qui est une ville aussi dans laquelle je vais beaucoup en pèlerinage personnel, et je sais comment cadrer, je sais ce que me disent les lieux, je sais et tout d'un coup je sais ce que je peux y dire aussi. Ma voix peut résonner dans des lieux alors que si je suis dans des lieux que je connais pas, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais pas de sol sur lesquels marcher. Voilà. Donc c'est pour ça que en général mes récits se passent à Paris et à Vézelay et des fois et à Los Angeles pour un des récits, mais parce que je connais pas vraiment bien. Il y a presque une part de comment dire, là presque autobiographique finalement, de faire survivre certains lieux qui vous sont chers. Enfin, on rejoint la thématique à travers. Ouais, exactement. Ponctuellement, bien sûr, discrètement, mais qui sont quand même, du coup, dessinés. Et de les montrer comme je les vois, je pense, comme je les aime aussi, et de leur donner une forme d'existence à un moment donné. Mais ouais, c'est des personnages, enfin, Vézelay revient très souvent dans tout ce que je fais. Alors peut-être maintenant évoquer avec vous la question de la...
peut-être de la mémoire collective, parce que de façon très différente, c'est présent dans les deux ouvrages. Johan, il y a une vraie... il y a cette porosité entre la vie et la littérature, on l'a dit, il y a... Parmi toutes les illustrations de cette porosité, il y a un exemple très beau quand vous êtes en prison et que un détenu vous dit que il y a un dessin de Victor Hugo qui parle de notre promenade que nous faisons tous les deux en ce moment. C'est très beau, on est persuadé que c'est vrai. En tout cas, c'était mon cas. Je me suis dit, c'est forcément vrai que Hugo a parlé d'eux il y a longtemps. Et il y a cette très belle image des étrangers, finalement, se parlent grâce à la littérature. Et il y a presque un petit nous qui surgit. Et j'utilise ce mot à dessein parce qu'au moins à 2 reprises dans cette histoire, on vous dit il est des nôtres. On prend en témoin d'autres gens en disant il est des nôtres quand vous traversez la Russie, quand vous ralliez Moscou. Et à l'hôpital psychiatrique, où, j'ai oublié de le préciser, vous allez être interné dans cet hôpital pendant 20 jours, ce qui est une forme de mise à l'épreuve, on ne vous lâche pas en attendant ce procès. Et un homme qui est dans cet hôpital vous demande d'écrire un poème en français parce qu'il va sortir de cet hôpital le lendemain, que sa femme va venir le chercher et il voudrait l'offrir à sa femme. Et en fait, vous déclamez finalement... alors même qu'il ne parle pas un mot de français. Alors même, oui, on voit l'idée de la langue française qui est dans son esprit, de la littérature. Et de l'idée de la poésie écrite en français. Exactement. C'est le cadeau pour sa femme qui ne comprendra pas un mot. Et vous dites, je déclamais pour les fous, pour ceux qui les comprennent et les rassurent, pour les suicidés, pour les effarés, pour ce frisson qui courait dans mon dos, pour ceux qui aiment, pour ceux qui n'aiment pas, et pour ceux qui n'y comprennent rien. Est-ce que, oui, vous pouvez peut-être reparler de cette brèche qu'est la littérature et cette idée que, sur des instants finalement assez sublimes, elle crée une forme de collectif, au-delà de toutes les frontières qui pouvaient y avoir entre vous et les autres dans cette histoire-là. Oui. Alors, que dire ? Beaucoup de choses à dire. Déjà, on peut continuer un peu sur l'histoire l'histoire littéraire franco-russe croisée, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les deux sens. Et alors, ce qu'il faut dire, commençons par des choses simples. Quand on arrive en Russie, une des choses qu'on constate assez vite, c'est quand même la francophilie très importante qui règne et dont on n'est pas forcément conscient depuis la France. Alors oui, il faut dire ça aussi dans le livre, je raconte aussi des moments heureux en Russie. J'ai été fondamentalement heureux en Russie. J'y garde des amis très chers et la littérature russe m'habite aussi comme la française, en fait. Je me suis aussi, moi, en quelque sorte russifié au cours de toutes ces années. Et donc le collectif, il existe aussi pour moi dans cette histoire franco-russe qui fait que même au fond d'un hôpital psychiatrique, on trouve quelqu'un qui pense qu'une parole poétique française, c'est un cadeau qu'on doit offrir et qu'on peut offrir. Et puis aussi la recherche, en fait, parmi chez mes camarades de prison de ce qu'on pourrait avoir en commun. Et de ce qu'on peut avoir en commun, en effet, c'est de me parler de Victor Hugo dans une promenade, ou un autre qui va me parler de Colas Brognon, le roman de Romain Rolland, que je n'avais jamais lu. Donc ces choses étonnantes, et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai voulu absolument rajouter du littéraire. Ces moments ont vraiment existé. Et donc moi, évidemment, je répondais aussi avec du Pouchkine ou du Tchekhov. Et donc je crois que c'est ça, les peuples se parlent à travers leur littérature, qui ont des histoires croisées. Donc moi, je parle de la riche histoire croisée de la littérature française et de la littérature russe, mais on pourrait aussi
évidemment faire la même expérience avec d'autres langues, d'autres littératures. Hugo, sur cette histoire de mémoire collective, de mémoire de l'humanité qui vous occupe dans Préférence Système, il y a une réflexion vraiment intéressante au moment où se fait le tri de ces données. Yves défend certaines œuvres et on le contredit. Il y a quand même cette distinction entre finalement est-ce qu'on sauvegarde une mémoire collective d'un côté, pour faire de la place, en tout cas c'est la politique des gens à qui il parle, pour faire de la place à une mémoire finalement strictement individuelle, qui se résume à, en gros, des photos de vacances sur Instagram. Enfin, c'est l'exemple que vous prenez, ces comptes voilà, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que là, il y a quand même une idée très forte dans à quelle mémoire on appartient et quelle mémoire collective finalement nous devons sauver. L'idée sous-jacente là-dessous, c'était que en fait, de tout temps, on a créé des récits qui partaient du particulier pour aller vers l'universel, parce que c'est ça, c'est pour montrer que en fait, en étant très précis, on montre qu'on est comme tout le monde. Mais c'est à condition de cette précision-là. Et moi, ce qui me marquait ces dernières années, c'est de voir que, en fait, les produits, pas les œuvres, mais les objets conçus comme des produits prenaient au fur et à mesure toutes les atours d'une œuvre. C'est-à-dire qu'ils étaient fabriqués avec la langue d'une œuvre, avec la caméra d'une œuvre, peut-être. Enfin, voilà. Et je me disais, mais ça n'arrivait pas. Et du coup, qu'est-ce qui constitue l'œuvre? C'est la précision. Et du coup, je me disais, ok, peut-être qu'aujourd'hui, il faut que pour être œuvre, il faut peut-être prendre les atours de produits, faire une sorte de mouvement inverse. Tout ça pour dire que aujourd'hui, et tout ça pour dire les œuvres, en fait, les produits font une sorte aujourd'hui déjà sont ce qui est le plus produit, c'est-à-dire qu'on est quand même complètement noyé sous la production, et que déjà les œuvres ont du mal à exister parce qu'elles sont complètement noyées dans la surproduction. Donc quand on va au cinéma, par exemple, à l'époque, on était en concurrence, enfin quand on faisait un film, on était en concurrence avec 5 films à l'affiche. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de 100 films par semaine. Donc comment, quand on est une œuvre, est-ce qu'on arrive à émerger et à raisonner, parce que c'est pas l'œuvre qui décide d'être œuvre, c'est les gens qui décident ensemble que tel objet est une œuvre. Et donc je me posais vraiment la question de c'est aussi la quantité de partage qui fait qu'un objet peut devenir une œuvre. Tout ça. Et puis, j'analyse et je me dis quand même, donc les produits prennent des atours d'œuvre. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je sais plus, mais il y a un truc... Enfin bon, je sais plus. Il y a un truc plus profond que ça. C'était sur la mémoire après strictement individuelle finalement qui ne concerne que nous et de sauvegarder une mémoire collective qui là est toujours disponible finalement pour tout le monde toute la vie. On aurait la chance de lire ceci, de lire cela et pas de Et du coup les producteurs, enfin la production se disent on va partir du général pour aller vers le particulier. Et donc je pense que ce mouvement inverse en fait qui était avant de partir du particulier pour aller vers le général et pour communier en fait est très dangereux et va nous couper de notre humanité et du fait d'être ensemble en fait, qui est pour moi essentiel. Et je trouve que je ne remonte pas la poudre, mais tous les trucs Instagram, tous ces trucs, qu'on voit et qu'on utilise, et ces alertes incessantes même de textos de nos amis et tout, nous sortent de nous-mêmes toute la journée, et on n'a plus accès à notre propre précision. Et donc il est de plus en plus dur de savoir ce que c'est que d'être un humain, en fait, je trouve. Voilà. Et donc j'ai essayé de poser comme ça cette question dans le livre. Est-ce qu'on a besoin de temps pour être nous-mêmes et pour le devenir. Et pour le devenir. Et on est... voilà, le téléphone portable est pour moi gravissime de ce côté-là aussi. J'avais aussi une question pour tous les deux sur l'héroïsme. Johan, j'ai raconté votre livre à une amie, et puis à un moment elle m'a dit tu devrais lui demander ce que c'est l'héroïsme pour lui après ce qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'il en pense de cette figure du héros? Alors je me suis dit que c'était peut-être une bonne question. Je ne sais pas, est-ce que vous avez... Oui, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez quelque chose à
Est-ce que vous vous placez différemment par rapport à cette figure ou par rapport à cette voilà, qui est là aussi encore une fois hautement romanesque et qui appartient peut-être à une littérature il faut définir le héros. Oui, voilà. Mais bon, alors déjà. Se décrire soi-même comme un héros, c'est impossible. Oui, certes. C'est dans le traité des vertus, Jean Kelevitch, faisons un peu de philosophie, Allons-y. parle alors de la vertu du courage et dit qu'elle va de pair avec la modestie. Le héros ne peut pas s'affirmer comme héros, sinon il ne l'est plus. En fait, le moment où on affirme, où on s'affirme, où on se décrirait soi-même comme héros, on s'écroule complètement. Et on devient juste un fat. Voilà. Donc, alors, une manière de répondre, ce serait de dire que, pour moi, s'il y a de l'héroïsme dans ce livre, il y a surtout 2 héroïnes. Puisqu'il y a 2 femmes à chaque... il y a deux grandes cavales, 2 grandes évasions que vous avez rappelées. La première où je traverse toute la Sibérie, et puis ensuite la frontière, qui est le moment sans doute le plus dangereux. Et à chaque fois, je suis aidé par 2 femmes qui m'aident au nom de l'amitié et qui sont pour moi les vraies courageuses du livre. Parce que moi, je sais pourquoi je me bats. C'est pour me sauver moi, pour retrouver ma fille et pour recouvrer ma liberté, en fait, et mon honneur. Bon, donc, c'est très clair. Elles n'ont absolument rien à gagner en m'aidant. Elles ont juste tout à perdre. Donc, s'il y a des figures héroïques dans le livre, pour moi, c'est à cet endroit-là. Ce sont ces 2 femmes. Qui accompagnent en plus leur action justement de modestie, ce que j'étais en train de dire là. Voilà une manière de répondre. C'est une très bonne réponse. Hugo, sur la question de l'héroïsme, alors là, on pense à ce robot, Mickey, et on pense à Yves et à un de ses collègues dont on n'a pas parlé, mais qui fait la même chose que lui, là pour entre guillemets, des données politiques. Et là, on pense assez facilement à Orwell, à 1984, enfin, à forcément la manipulation par le pouvoir du passé, de la mémoire des hommes. Est-ce que vous utiliseriez ce mot-là de héros, parce que finalement il y a quelque chose de très beau dans le fait de les archivistes, c'est héros. Je trouvais ça, voilà, il y a une sorte de décalage qui est beau dans votre livre par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression dans l'héroïsme, il y a quelque chose de ne pas être dans son temps. Il y a quelque chose comme ça, parce que l'humanité n'arrête pas de réactualiser sa morale, de dire ça c'est moral, ça l'est plus. La peine de mort, quand elle a été abolie en France, il y a dû avoir un mec qui a dû mourir 3 semaines avant, enfin de cette même peine. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Parce que j'ai vécu dans pas mal de pays du monde, au Guatemala, au Tchad, au Mexique, aux États-Unis, et longtemps. Et du coup, j'arrivais dans des nouvelles sociétés où les lois morales n'étaient plus du tout les mêmes, où il fallait revoir la sienne à chaque fois aussi. Et donc, je me disais, c'est quand même incroyable ce truc, cette éthique, comment c'est des sortes de courbes qu'une société décide de bouger, un peu comme du son sur une enceinte, quoi. Et donc, c'est une question qui filtre dans tout ce que je fais. Est-ce qu'on a raison de faire quelque chose au moment où on le fait? Et d'ailleurs, le second personnage sauvegarde lui de la politique, ce qui moi me concerne assez peu, parce que je trouve le beau est aussi politique, et du coup il y a, voilà, je voulais que mon personnage essaye de sauvegarder ce qui lui juge être la beauté. Mais ouais, cette question de héros, je pense que c'est vachement lié à ce qu'on décide de faire, parce qu'on ne peut pas se résoudre à faire autre chose à un moment.
thé. Il y a quelque chose Mais comme ça. Pas seulement pour soi. Mais pour en revenir au début du livre, auquel j'ai repensé après l'avoir terminé, parce qu'en effet, vous l'avez dit, on commence avec l'enterrement du père de Yves. Et il y a des phrases quand même très fortes. En repartant, il dit « Je ne me souviens pas qu'on avait enterré maman aussi profond. C'est comme si on ne voulait pas qu'il revienne. » Donc finalement, peut-être l'héroïsme, c'est aussi dans un rapport au monde, dans un rapport à la mémoire. C'est quelque chose de, peut-être là, finalement de très ordinaire. De quelle attitude on a voilà, par rapport à la mémoire qu'on veut sauver ou pas. Enfin voilà, c'était pas, en effet, l'héroïsme peut-être appelle des grandes actions et des moments décisifs, mais ça peut être aussi finalement au quotidien de ne rien concéder de ce qu'on pense, quoi. Voilà, de ne pas céder du terrain sur ces questions-là. Mickey était un peu ce héros malgré lui qui en fait juste est programmé pour faire des actions, et ça pose aussi la question de nous, pourquoi est-ce qu'on tout d'un coup on ne peut pas se résoudre à ne pas faire ce qu'on doit faire moralement, et Mickey lui doit le faire parce qu'il a été programmé pour défendre cette petite, mais bizarrement sa programmation à ce moment-là le rend humain parce que il est dans une position d'humanité, mais il l'a pas choisi cette position et donc voilà, j'essayais de jouer. Ce personnage me permet aussi de mettre un miroir face à nous et de nous regarder froidement et de dire, toi, dans cette situation, comment tu réagirais ? Ce livre, c'est vraiment une sorte de définition de notre présent aujourd'hui, de le montrer en l'étirant un tout petit peu et en tournant un peu les potards, et de dire aux gens, ok, c'est quand même par là qu'on se dirige. Est-ce qu'on y va ? Est-ce que peut-être c'est ça l'héroïsme citoyen, je sais pas, est-ce qu'on décide en tant que masse d'adhérer à ce monde qui se profile, et c'est pour ça que ça s'appelle préférence système. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, aujourd'hui, aménager le système à la marge, ensemble, pour créer un futur où on pourra dégager un peu de bonheur, un peu de plaisir, un peu de beauté. Merci. Peut-être pour terminer, Johan, une dernière question qui serait peut-être le rapport que vous avez à ce livre aujourd'hui. Vous dites dans ce récit que vous écrivez pour extirper cette histoire de votre corps. On revient au début de notre réflexion, et pour quitter enfin la Russie. Et en même temps, à un autre endroit de votre livre, il y a une forme d'ambiguïté qui me paraissait intéressante quand vous êtes en prison et vous écrivez plutôt un journal. Et vous dites que c'est pour y voir clair et aussi pour n'y comprendre plus rien. Donc, on voit que l'écriture n'a pas du tout un objectif uniforme et clair pour vous. Est-ce que vous avez maintenant du recul sur le livre que vous avez écrit qui raconte cette expérience ? Est-ce que vous avez vraiment quitté la Russie ? Oui, alors oui, y voir clair et n'y plus comprendre rien, oui, c'est parce que les deux vont ensemble pour moi. Quand on essaye de... À un moment, le brouillard s'épaissit, ou le voile se lève et le brouillard s'épaissit en même temps, et il y a les deux mouvements qui existent en fait, quand on essaye d'éclaircir les choses. Et oui, vous avez raison de dire que c'est une manière de mettre un point final à cette histoire, de me détacher peut-être de cette expérience russe, mais en même temps, il y a une nostalgie énorme. Évidemment, nostalgie du Baïkal, par exemple, notamment. Alors, le livre s'ouvre sur une description du Baïkal, le lac Baïkal, cette merveille du monde. Et oui, une des grandes douleurs pour moi aujourd'hui, c'est de me dire que peut-être je ne reverrai plus jamais le lac Baïkal. Donc ouais, c'est une manière, c'est pareil, il y a un double mouvement sans doute, c'est une manière de me détacher de certaines choses, mais aussi d'y rester attaché très fort, et il y a ces deux choses qui existent en même temps. Merci beaucoup, merci Hugo Bienvenu. Merci. Merci à vous Johan Barbero.